dans le cadre de ces enjeux consacrés à la survie, des problèmes qui peuvent lier l'image, la littérature et les événements, les choses, les faits qu'on décide d'y faire rentrer et qui peut-être peuvent proposer une forme de prolongation, de mémoire, de survie aussi à leur façon. Laurent Génie, vous avez plaidé pour une sorte d'écologie de l'image, d'écologie du visible. Vous êtes professeur, essayiste. Vous avez aussi publié des poèmes et des travaux de dessin ou d'encre. Votre dernier livre, Le désir de voir, est paru à l'Atelier contemporain. Il avait été précédé d'un essai sur la photographie, La brûlure de l'image. Valérie Mregen, vous êtes écrivaine, plasticienne, vidéaste. Votre premier livre, mon grand-père, était paru en 1999, je crois, chez Alia. Il a été suivi par Lagrume, par par Eau sauvage, différents livres qui pouvaient s'apparenter à une littérature de l'ordinaire, voire de l'infraordinaire. Votre travail littéraire a évolué ensuite avec Forêt Noire à la troisième personne. Disons là encore que l'événement, la notion sensible de l'événement, de la scène, y compris de ce que ça peut avoir de douloureux, a fait retour dans une approche plus fictionnelle. Et puis, vous avez aussi un travail de documentariste, de cinéaste, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais je vais d'abord vous demander, Laurent Génie, de nous expliquer un peu ce que vous entendez par l'écologie du visible, l'écologie de l'image, et peut-être en répondant aussi à cette question, qu'est-ce qu'une image ? Alors, écologie des images, je pense que ce n'est pas un terme qui m'appartient, je l'attrape. Il est dans le contemporain, mais il y a effectivement, avec les images, une question d'environnement qui se pose. Je crois que la question qui me préoccupe, c'est de savoir quelle habitation on peut avoir des images et de quel type d'images. On sait qu'aujourd'hui, on est submergé d'images, on est dans un environnement qui est extrêmement riche et profus de ce point de vue-là. Mais il me semble aussi que ces images ne sont pas forcément très habitables. Et toute la question que je me pose, c'est donc des conditions. À quelles conditions est-ce qu'on peut habiter une image, c'est-à-dire véritablement l'investir ? Il me semble qu'il y a des signes que les images contemporaines, celles du numérique, sont peu habitables. Peut-être leur haute définition, c'est déjà un obstacle à leur habitabilité. C'est des images si parfaites qu'on ne peut pas littéralement rentrer dedans. Et ce sont des images qui sont si parfaites, si closes sur elles-mêmes, qu'elles ne nous retiennent pas. Et d'ailleurs, nous ne les retenons pas non plus, parce que le mode d'usage, disons, le plus fréquent des images aujourd'hui, c'est de les faire circuler. Ce n'est pas de les regarder, d'y entrer, de les contempler, mais c'est de les échanger, de les poster, de les liker, c'est de les envoyer dans une sorte de circulation. Donc, ce sont des images qui ne nous donnent pas de temps. Je crois que c'est peut-être ce qui les caractérise. Elles n'ont pas le temps et elles ne nous en offrent pas. Un temps qui serait un temps d'entrée dans l'image, de visite. Un temps plus contemplatif. Oui, plus contemplatif. Alors, je crois que c'est d'ailleurs une question qui n'est pas seulement contemporaine, elle s'est posée au XIXe siècle. Lorsque Baudelaire se révolte contre le réalisme académique, la raison pour laquelle il se révolte, c'est que ce sont des images léchées où on peut compter les boutons de guêtre des soldats, mais, dit-il, il y oppose
la peinture romantique, celle de Delacroix, et il l'y oppose parce que il dit qu'une image doit s'achever en fait dans l'esprit du spectateur. Il faut qu'elle soit pas finie en un sens pour qu'elle puisse s'achever dans l'esprit du spectateur. Et donc le caractère non fini, justement, pas haute définition de l'image, c'est pour lui une sorte de réquisite de la possibilité d'investir les images et d'y entrer. Donc, à travers divers livres, j'ai essayé de réfléchir à ce qui autorise donc, ce rapport aux images, et ça m'a beaucoup conduit du côté de la question du temps. Il me semble que c'est peut-être un peu paradoxal parce que les images, c'est de l'espace, mais une image forte, une image qui nous retient, c'est une image qui nous offre du temps et qui parle du temps aussi. Ici, je pourrais d'ailleurs faire référence à un travail qu'a fait Valérie Mrejane à la Maison de la Poésie de Nantes, où on lui a proposé de décrire deux tableaux du musée de Nantes. Et je m'attarderai surtout à l'un d'entre eux, c'est un tableau de Millet, Les cribleuses de blé. C'est Courbet. De Courbet, ouais. Pardon. Les cribleuses de blé. Et c'est un tableau très intéressant parce que il y a 3 figures dans ce tableau qui trient du blé selon des méthodes différentes. Alors, il y a une femme qui trie à la main, et on voit que c'est quelque chose de très long, très fastidieux, elle est lasse d'ailleurs. Il y en a une qui porte un tamis, et ça va déjà un peu plus vite. Et puis il y a un enfant qui regarde une sorte de machine élémentaire, une trieuse en bois. Et en fait, c'est 3 modalités du temps, en réalité, qui sont représentées dans ce tableau. On pourrait dire que c'est presque 3 formes de sablier, en quelque sorte, 3 façons que le temps est le thème du tableau, et le travail que vous faites ajoute un autre temps qui est celui du regard, c'est-à-dire que vous entrez en fait dans ce tableau, vous y promenez, vous détaillez, et vous faites un peu ce que fait Diderot dans les salons, où il se promène aussi, il entre dans les tableaux, il dit j'entre par la droite, par la gauche, etc. Donc voilà une image habitable. Par exemple, pour moi, c'est une image qui nous offre la possibilité du temps. Et je crois que toutes les images de la peinture classique, mais pas seulement classique, sont préoccupées de problèmes de temps. Hein. Diderot, un des leitmotifs de Diderot dans les salons, ça consiste à dire le peintre n'a qu'un instant. Alors ça ne veut pas du tout dire que le peintre doit être dans l'instantané, c'est presque le contraire. Chez Diderot, ça veut dire qu'il faut que, quand il raconte des histoires, parce que c'est de la peinture d'histoire dont parle Diderot, Diderot dit qu'il faut choisir un instant, mais un instant qui résume tout. En fait, c'est un instant en extension, un instant où on comprend dans ce qui s'est passé juste avant et où on devine ce qui va se passer juste après. C'est ça l'instant privilégié. Hein. Donc c'est un instant duratif, en quelque sorte. Et même lorsque la peinture a cessé de raconter des histoires pour se préoccuper de problèmes de vision, de problèmes plus purement picturaux, elle n'a cessé de se poser des problèmes de temporalité, mais alors de façon un peu différente, des problèmes d'apparition, en fait, de temporalité, de l'apparition du visible. Donc voilà, l'une de mes réflexions m'a conduit de ce côté-là, du côté des rapports, en fait, des images et du temps. Et puis il faudrait parler aussi, mais on en parlera peut-être plus tard, des rapports de l'image au langage aussi, qui sont évidemment très importants. Alors Valérie Mrejane, bon, comment réagissez-vous déjà aux propositions que nous fait Laurent Génie, et peut-être après, si vous pouvez expliciter là aussi les questions qui ont été posées par le choix des œuvres du musée de Nantes que vous avez faites, et
Et puis, ce qui peut aussi introduire la question du langage, puisque c'est une petite vidéo, on voit les œuvres, et on vous voit de façon assez insistante, très frontale. C'est une lecture filmée, en fait. Non, mais c'était intéressant justement pour ça, c'est parce que ça montrait de façon assez, disons, affirmative, le fait qu'il y a un langage face à cela. On vous voit... vous diriger par exemple vers les tableaux en question, et puis après avec des œuvres et un texte écrit. Sur cette question du temps de regard, par rapport aux deux œuvres que j'ai choisies pour écrire ce texte de commande, donc de la Maison de la Poésie en effet de Nantes, qui a été filmée finalement en absence de public, mais qu'on a faite quand même. Et c'est justement intéressant parce que j'ai donc choisi ce tableau de Courbet et puis un tableau de François Morlet qui s'intitule, je ne sais plus, il a un titre à rallonge, mais ça va me revenir. Et enfin, en tout cas, c'est de l'art cinétique, quoi. C'est vraiment un tableau qui frappe la rétine, qui est un peu douloureux à regarder, sur lequel on ne peut pas vraiment s'attarder, mais en même temps, enfin voilà, pourquoi pas. Donc il y a quelque chose justement qui frappe, qu'on identifie tout de suite, qui est un peu, qui fait mal aux yeux. Et alors qu'en effet, dans un tableau comme Les Cribleuses de blé, il y a une circulation possible infinie, en fait, mais ce qui est finalement un peu inhérent, je pense, à la peinture figurative, on va dire, enfin pas seulement figurative d'ailleurs, on peut rester des heures devant un tableau de Rothko, dans une installation de James Turrell aussi peut-être, mais enfin, en tout cas, ce sont, je pense, enfin, je sais pas, en tout cas dans ce choix de deux tableaux, il y en a clairement un devant lequel en effet on peut rester. Mais sur le second, en fait, il était plus dur à commenter parce que c'est un tableau sans histoire, c'est un tableau purement optique. Ouais. Et il me semble que vous en êtes tiré par l'imagination, c'est-à-dire que vous imaginez un certain nombre de motifs que ça pourrait figurer, mais il y a une grande entrée imaginative. On peut imaginer une sorte de rotation, puisqu'en fait ce sont des sortes de petits segments de cercles rouges décalés, etc. Et on peut imaginer que ça se mette en rotation et que ça donne, je ne sais pas, peut-être une cible à la Jasper Johns ou n'importe quoi. Enfin bon, on peut quand même anticiper une sorte de mise en tension par le temps, d'effet de vitesse, de persistance rétinienne ou je sais quoi. Enfin, effectivement. Bien sûr, mais il n'y a pas d'histoire, en effet. Enfin, il n'y a pas de scène qu'on peut décrire. On ne peut pas s'accrocher à des figures, le motif, il est indifférent. Voilà. Donc, en effet, je m'en suis tirée par... justement, j'ai décliné les titres possibles, en fait. Donc, mais peut-être que, pour rester un peu là-dessus, justement, la question du titre d'un tableau introduit une projection narrative ou bien sans titre, technique, mixte ou je ne sais pas quoi. Enfin, je crois qu'il n'y a pas d'image sans langage. Voilà, non, mais la question du langage, le langage peut être extérieur ou s'introduire dans l'image par le biais de projections possibles du regardeur. Oui, oui, ou bien il y a une accroche, effectivement. Ça a été un des problèmes de la photographie, en fait, au début, c'est que par rapport à la peinture avait toujours des sujets qui étaient des sujets historiques. Et on a vu apparaître des images qui étaient des images sauvages, en quelque sorte, qui n'avaient pas de légende. Et je crois que... Alors, il y a eu des efforts aussi pour faire de la photographie, une sorte de peinture académique. Enfin, il y a eu des efforts assez drôles pour raccrocher, en fait, ces nouvelles images à une tradition culturelle et à du langage. Mais ce qui est frappant, en tout cas, c'est que
on ne laisse jamais une image orpheline de langage. Et elle est toujours accueillie, en fait, à travers du langage, à tort ou à raison. Parfois à tort, quand dans les musées, on a des audioguides dans les oreilles qui vous verbalisent, en fait, les images comme si elles étaient déjà nommées ou déjà vues par quelqu'un d'autre. Hein. Et ça nous empêche, d'une certaine façon, de faire notre chemin, qui serait un chemin de langage aussi, dans le rapport à l'image. Je crois que c'est 20% de carrés disposés de façon aléatoire en pivotant au centre ou quelque chose comme ça, le titre. Ouais, Donc ouais. c'est un titre très très factuel en fait. Ouais, Voilà, ouais. c'est Oui, en comment- même temps, comment j'ai obtenu mon il tableau. renvoie à une sorte d'imaginaire technique. Complètement, ouais. Il renvoie au procédé, à la fabrication, à une sorte d'exactitude, c'est chiffré, Ouais, c'est etc. ça, Voilà. ouais. Donc, il y a quand même aussi une volonté pour lui de créer un effet, Ouais, bien sûr. peut-être de surplomb par une compétence possible, enfin, etc. Oui, oui, il y a évidemment une fausse façon de se décharger sur la technique en fait, en disant voilà ce que j'ai obtenu en faisant quelque chose qui n'est pas un geste appliqué au tableau en fait. Alors quand Laurent Génie dit pas d'image sans langage, Valérie, dans votre travail de cinéaste et peut-être aussi d'ailleurs d'écrivaine, comment voyez-vous justement cette question-là? Par exemple, quand vous travaillez sur un documentaire, bon, après qui peut faire l'objet d'un livre, genre Pork and Milk par exemple, bon, comment articulez-vous ça? Est-ce qu'il y a déjà un projet au départ précis par rapport à cette idée de nomination, de commentaires, de scénarisation? Oui, bien sûr. En fait, chaque projet se conçoit. Alors c'est compliqué parce que, enfin, il y a une part évidemment d'intuition, d'énergie comme ça qui est un peu informe au début et puis qui se précise, enfin, à mon avis, en effet, par la pensée. Voilà, puis souvent, on est obligé pour financer un film d'écrire un dossier. Donc on passe aussi par cette dimension du travail. Mais je pense que dans l'enseignement même, en fait, dans ma formation en tout cas, la question du langage et de la parole, elle est vraiment très importante parce que j'ai l'impression que le fait de faire des études d'art, enfin une école d'art, les beaux-arts en l'occurrence, ne va pas sans une approche parler, une approche théorique sur ce qu'on fait en fait quand on est un très jeune étudiant et qu'on commence à fabriquer des machins de façon souvent très expérimentale. Ben, on est là pour en parler justement, on est dans l'école pour essayer de faire comprendre aux autres ce qu'on a voulu faire, quels sont les thèmes qui nous intéressent, qu'on cherche à aborder, ce qu'on convoque, etc. Et souvent on est le premier à ne pas vraiment le savoir, ou en tout cas consciemment. Donc c'est une grande difficulté, je pense, pour des gens qui ont choisi une voie précisément un peu différente, qui sont souvent pas très à l'aise ni à l'oral ni à l'écrit. C'est pour ça qu'ils ont envie de faire, je sais pas, de la peinture ou de la sculpture, etc. Et en même temps, savoir un minimum nommer ce qu'on fait, en parler, permet déjà de le comprendre soi-même en fait. Et le regard des autres, la parole des autres, le fait dans les rendus par exemple que les professeurs vous disent bah là je vois ça, tu devrais aller regarder du côté de tel artiste, etc. fait qu'on comprend soi-même aussi mieux en fait les choses. Donc en même temps quelquefois quand le savoir-faire théorique et la façon de se présenter soi-même en disant mon travail parle de ci et ça, etc., est trop bien huilé. Oui. Souvent, ça ne va pas non plus, en fait. Non, parce qu'il y a aussi souvent chez des étudiants, enfin moi j'ai vu ce cas, une sorte d'approche très péremptoire de leur travail et qui excluait toute interprétation. Oui, et bien sûr. voilà, donc c'est un peu le coup des audioguides. En même temps, les audioguides,
ça peut être très bien pour des gens qui viennent dans un musée qu'ils ne connaissent pas du tout et qui, finalement, ça fait office des cours d'histoire de l'art qu'on a pu, ou des lectures qu'on peut avoir nous parce que ça nous intéresse et qu'on a déjà fait une partie de ce parcours-là. Donc. Mais en effet, quelquefois, si c'est trop... tout est dans la façon de doser, évidemment, tout ça, mais c'est... oui, de toute façon, c'est indissociable, en tout cas pour moi, dans le rapport au travail, la parole. Et puis les films que je fais, en effet, les documentaires, sont des témoignages. En général, les gens racontent des Oui, voilà, histoires. c'est-à-dire qu'il n'y a pas que votre parole à vous, je dirais même, c'est surtout au départ, peut-être pas, mais en tout cas, ce que voit le spectateur, ce sont des gens qui parlent, qui... oui, C'est vrai. forcément, mais voilà, qui témoignent, qui racontent des histoires, leur vie, des réactions devant telle ou telle situation, etc. Et là, se pose évidemment la question de cette... est-ce que le sens est vraiment univoque et déterminé par ce qu'ils disent? Est-ce que vous essayez de jouer sur des petites contradictions, des petits écarts que vous pouvez voir entre... qui permettent de prendre une distance? Comment est-ce que... Oui, j'essaye de jouer sur des contradictions, bien sûr, parce que... Enfin, pas forcément sur des contradictions à l'intérieur d'un même témoignage, on va dire, mais plus dans le montage, en fait. Finalement, faire... juxtaposer les différents extraits ou paroles pour construire une complexité ou une contradiction. Voilà, parce que des fois, on voit bien, il y a des sortes de témoignages ou de phrases qui sont laissées en suspens, avec quelques secondes, parfois ça fait vraiment une durée, qui laisse soit le temps au spectateur de remettre en question ce qu'il vient d'entendre, soit au contraire de méditer, de s'en imprégner. Il y a une sorte de malice, quoi. Oui, ça correspond un peu au temps finalement de regard des images, c'est-à-dire qu'en effet, dans le montage, il y a un désir de densifier la parole quand même, donc de faire une succession un peu dense, et puis de temps en temps de laisser des moments, même sans parole, où les gens réfléchissent. Moi j'aime bien souvent garder dans les films des moments un peu de silence, en effet assez ouverts, et puis tout d'un coup on repart dans quelqu'un qui est peut-être plus à l'aise devant la caméra et qui dit une phrase. Voilà. Oui. Oui, il y a une maîtrise du rythme, quoi, qui est acquise à force d'expérience. Laurent Gély, vous parliez du temps. Je pense évidemment à la question du temps posée par la photographie telle que vous en parlez dans votre avant-dernier livre. Donc il y a à la fois l'instantané, et puis en même temps un temps qui est différé, puisque l'image n'apparaît pas au moment où on décide à l'instant choisi, elle se révèle plus tard, elle a besoin aussi peut-être de temps elle-même pour se faire. Il y a de la pause. Vous avez pratiqué la sténopée, donc qui est je vais vous laisser dire d'ailleurs exactement, définir peut-être mieux que moi, cet art de prendre des photos sans objectif, sans lentille. Oui, alors la question du temps est très importante. Elle s'est posée historiquement dans l'histoire de la photographie argentique, où il y a d'abord une lutte, il y a une belle thèse là-dessus qui s'appelle la conquête de l'instantané, sur l'effort qui était nécessaire à cause des temps de pause extrêmement longs et contraignants pour arriver à des temps de pause de plus en plus brefs. Et à la fin des années 1880, c'était réalisé. C'était tellement bien réalisé d'ailleurs qu'avec l'instantané, on a compris qu'on avait complètement arrêté le temps des images. Il y a une photo d'Auguste Lumière qui saute au-dessus d'une chaise et il est suspendu, immobile sur cette chaise. On a arrêté les locomotives, on est arrivé à photographier les locomotives, mais elles étaient... Bon.
Et tout le travail postérieur de la photo, ça a été pour réintroduire de la temporalité dans la photographie, parce que elle avait trop bien réussi, hein. Donc par des moyens très divers qui pouvaient être le flou ou bien la construction de l'image sur différents plans. Donc ça c'est effectivement une des données de la photographie. Puis la photographie argentique a évidemment un rapport au temps très particulier, puisque il y a un grand temps qui sépare la prise de la vue, hein. C'est exactement le contraire avec les appareils numériques que nous avons. En fait, nous voyons l'image avant qu'elle soit prise, puisque ce que nous voyons, ce sont des images, hein. On ne voit pas à travers un objectif, mais on voit une image en pixelisée elle-même. Oui. Et on arrête un flux. Donc c'est exactement le contraire, comme rapport au temps, hein. Il y a une inversion du rapport au temps, alors que dans la photo argentique, bon, on prenait, puis on voyait, et longtemps après, hein, souvent après un développement. Et oui, comme ce rapport au temps m'intéresse, je me suis procuré, mais à titre tout à fait d'amateur, un dispositif qui est extrêmement simple, qui est une sténopée. Donc une sténopée, c'est une caméra oscura, simplement, avec laquelle, comme elle est un peu bricolée, on peut mettre de la pellicule argentique et prendre des photos. Mais le caractère particulier de cette sténopée, c'est qu'effectivement qu'elle n'a pas de viseur. Alors ça ouvre à une autre question, c'est le rapport imaginaire qu'on a à ce que va être la photo qu'on prend. Dans les appareils ordinaires, c'est cadré, donc on voit en fait ce cadre. Dans une sténopée sans viseur, il n'y a pas de cadre, et on est face à l'ouvert, disons, l'ouvert des paysages. Et c'est uniquement mentalement qu'on peut restreindre cet ouvert et imaginer. Alors là, c'est vraiment une question d'imagination. Imaginer l'image, hein, avant de la prendre. Alors ça, c'est un truc qui me passionne, en fait, parce que c'est un rapport entre l'ouvert du visible, hein, quand on se promène avec une sténopée, et puis l'imagination de ce qu'il va être en image. Et je crois que l'être en image du monde est fondamentalement différent, évidemment, de son être réel, malgré tous les efforts que la haute définition fait pour nous convaincre que c'est la même chose. En fait, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, une chose en image n'est pas la même chose qu'une chose. Il y a une phrase de Jacques Roubaud là-dessus que je trouve très forte. Il dit ceci: « De ce qui n'a jamais eu lieu, la photographie se souvient. » Donc c'est une phrase complètement paradoxale, mais je crois qu'on peut très bien la comprendre. Ce qu'elle veut dire, c'est que la photographie, sans doute, retient quelque chose d'un moment du passé, mais en forme, dans une forme très particulière, qui est la forme photographique, et qui n'est pas la même chose que la forme du monde ou le temps du monde. Donc, moi, ce qui me passionne, c'est cette conversion dans la représentation qu'opère, bon, par exemple, la peinture, la photographie, mais la phrase, tout simplement. Et la vie en forme de phrase, je reprends une formule à Barthes, c'est une vie particulière qui n'a jamais eu lieu de la même façon en tant que vie. Et je crois que là, c'est peut-être une chose qui nous réunit. Je sais que vous avez écrit des choses autobiographiques aussi. La vie en forme de phrase, elle est convertie en quelque chose qui, certes, n'est pas mensonger, a peut-être des racines dans notre réel, dans notre mémoire, mais dans une forme d'existence qui est absolument autre. Et avoir le sentiment de cette conversion, je trouve ça passionnant. Moi, c'est une des choses que j'essaie de faire dans l'écriture, par exemple. Donc j'ai fait
un livre qui voulait être une autobiographie des instants. Je ne voulais pas raconter ma vie, mais la saisir, la ressaisir à travers des instants. Et quand ce livre est paru, un critique très gentil, bien intentionné, mais qui a dit quelque chose qui était pour moi absolument le contraire de ce que je pensais faire, il a dit « Ah, Laurent Génie égrène ses souvenirs ». Et pour moi, ça aurait supposé en fait que ces souvenirs, ils étaient tout faits. Ils étaient enfilés comme des perles avant d'être dits. Mais en fait, ils sont apparus en forme de phrases. Et ils n'ont jamais existé réellement ailleurs qu'en forme de phrases. Et pour moi, je voulais non seulement le vivre, mais essayer de le faire sentir dans l'écriture. Valérie, la vie en forme de phrase, bon, peut-être qu'on peut, là, à ce moment-là, basculer, enfin, je ne sais pas si le mot bascule est juste, dans votre travail d'écriture littéraire. Donc il y avait effectivement, bon, on a parlé un peu de vos premiers livres, mais un livre comme Forêt Noire, on a l'impression qu'il porte la trace du cinéma en lui, qu'il est fait sous forme, enfin, que l'unité en gros, c'est un peu la scène, peut-être découpée de ses tenants et aboutissants. Scène par exemple où il y a des scènes de décès, il y a des scènes voilà, où quelqu'un découvre sa compagne morte, etc. Là, on voit les prolongements que ça peut avoir, je dirais, sur le même plan chronologiquement, dans l'instant même. Il est dilaté à différents personnages qui peuvent tous avoir des réactions, embrayées sur des souvenirs, des peurs, des choses comme ça. Et c'est ce qui constitue un peu cette forêt noire, un peu de forêt de fantômes, que moi je vois bien comme fantômes de cinéma, mais qui peuvent être tout simplement des fantômes de récits, des embryons de romans. Oui, c'est vrai, chaque petit paragraphe pourrait être le pitch d'un roman en fait, parce que finalement c'est un livre qui est pensé comme une suite de résumés possibles, enfin de scénarios, qui s'avèrent être pas des scénarios inventés, des fictions, puisque ce sont des souvenirs fantômes d'histoires que j'ai entendues ou qui m'ont touchée directement, de gens que j'ai connus ou d'histoires entendues, je sais pas, par des amis, d'amis, etc. Donc c'est vraiment un livre sur la façon dont les disparitions autour de nous habitent. Et précisément, je me suis inspirée des débuts d'épisodes de la série américaine Six Feet Under, qui en fait à chaque fois commence par la mort de quelqu'un, d'un personnage, et ensuite on commence l'épisode en fait. Donc vraiment cette façon de commencer chaque épisode m'a donné la forme presque de livre dans lequel il y a la description d'une scène du film Urgence non, c'est Faits divers, pardon, de Raymond Depardon. Oui. Voilà, alors, où ça, il est cité, des policiers d'ailleurs. arrivent et découvrent quelqu'un qui a pris des barbituriques et son compagnon éploré se rend compte en direct, vraiment filmé sur le moment par les policiers du 5e arrondissement. Donc c'est une scène, oui, qui m'a beaucoup marquée parce que c'est une scène parmi tous ces films de Depardon qui est un auteur par ailleurs, que j'aime beaucoup, mais c'est un autre sujet. Mais parce qu'on découvre, il découvre en direct et il filme ça et de façon qu'on ne pourrait, je pense, plus faire aujourd'hui. On n'a pas
forcément rentrer dans cette partie-là du documentaire et du statut des images, mais je pense qu'aujourd'hui, filmer oui, on trouverait ça très violent. En direct, voilà, de cette façon-là, sans droit à l'image, sans autorisation, sans etc. Enfin, voilà, le geste même, je pense aujourd'hui, malheureusement, est beaucoup plus compliqué en fait. Oui. Il y a aussi dans ce roman la question du temps, elle apparaît aussi par de gros, comment dirais-je, de gros décalages. Il y a un personnage qui se pose la question de raconter à un autre qui a disparu, enfin je ne sais plus exactement quelles sont les circonstances, pendant 25 ans. Voilà, qu'est-ce que je pourrais raconter pour lui dire comment est Paris aujourd'hui. Alors le ticket de métro n'a plus la même couleur, il y a une grande bibliothèque, on a détruit ceci, Marks et Spencer a disparu. Enfin, voilà. Il est revenu entre-temps. Oui, il est revenu, mais enfin bon, en attendant. Voilà. Mais voilà, donc il y a des histoires comme ça. Et ça, c'est aussi la question de la mémoire qui fait retour. Alors que la plupart des scènes s'enchaînent sans notion de chronologie, en fait. Oui, c'est un peu. En fait, c'est une sorte de livre où deux récits parallèles se côtoient. En fait, il y a cet enchaînement d'histoires complètement fragmentaires qui arrivent sans ordre logique apparent. Et puis, une sorte d'inventaire un peu incomplet du moment, quoi. Incomplet y compris dans la mémoire. Et puis, le parcours de la narratrice avec un fantôme qui réapparaît en effet après quelques 25 ans. Mais parce que je me demandais comment ce serait pour quelqu'un qui est mort dans les années 80, de revenir, voilà, la confrontation, en effet, parce que il s'est passé tellement de choses. Il y a les oreillettes, les gens parlent tout seuls dans la rue, etc. Oui. Mais de même que, je sais pas, il y a quelques années, il y a eu une histoire, un fait divers, comme ça, quelqu'un qui avait passé vraiment des années dans le coma, et qui tout d'un coup s'était réveillé après, pareil, un temps hallucinant. Donc, voilà, tout d'un coup... Oui, la déambulation dans Paris est nourrie finalement de ces interrogations, de ces réflexions, comme si finalement on avait au-dessus de son épaule un fantôme, une sorte de regard extérieur, de cloud, de quelqu'un dont le regard et la vie s'est arrêté en fait 25 ans avant et qui hallucinerait en fait de voilà, découvrir et dont on serait le monde d'aujourd'hui. On serait le guide en fait, je sais pas. Oui, c'est ça. On ferait il ferait faire du tourisme dans le Paris d'aujourd'hui. Et Laurent Génie, dans votre livre, je crois, le désir de voir, vous parlez d'un travail, vous avez parlé de poèmes que vous avez écrits, je crois que c'est dans celui-là, sur des tableaux d'un peintre hongrois. Oui, et il y a Alexandre Lann, et il y a toute une discussion avec l'auteur, avec le peintre, sur ce que devrait être un poème qui parle, enfin disons qui fait face à un tableau. Et je crois que ça peut illustrer, parce que de façon assez emblématique, et comme il va falloir conclure, ce sera peut-être le dernier mot, sur la façon dont une sorte d'économie peut opposer, confronter en tout cas, image et texte lorsqu'il y a une volonté comme ça de réagir par la phrase à l'image. Ouais. Bon, alors, oui, moi je suis quelqu'un plutôt du langage à l'origine, enfin par formation, profession. Je me suis beaucoup occupé de littérature et puis j'en ai écrit, mais j'ai toujours été très attiré par les images sans oser vraiment. Ce qui m'a encouragé, ce sont des artistes qui faisaient le chemin pratiquement entre langage et image. Il y en a un pour moi qui a été très important comme passeur, c'est Michaud, parce que
les premières peintures de Michaux, c'est des alphabets imaginaires. Et puis, Michaux a joué un peu le rôle d'une sorte de maître d'école à l'envers qui me désapprend à lire, qui me montre comment la lettre peut s'ouvrir à l'espace et devenir une forme visible. Et dans les années 80, donc j'ai rencontré un peintre qui n'était pas Michaux, mais qui s'appelle Alexandre Lannes. Et lui aussi, d'une certaine façon, était proche au moins des instruments de l'écriture parce que il travaillait beaucoup au fusain, ce qui peut servir aussi à écrire. Et il il fait toujours des arbres au fusain, toujours des chênes, mais saisis par strates, des strates parfois où ça se résume presque à un signe énergétique, et d'autres fois, dans ces séries, l'arbre reprend toute son ampleur. Donc ça me faisait faire le chemin en fait du signe, croyais-je, vers l'image. Donc c'est pour ça que je me suis senti autorisé, parce que j'avais pas tout à fait quitté le langage. Et il se trouve effectivement qu'on a eu le projet de faire un album ensemble où je ferais des textes pour lui. Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça poème. Ce sont des textes très brefs qui essayaient de commenter ces arbres. Et je me suis trouvé libéré par la contrainte parce que il voulait que ça aille pour lui, que ça colle. Un peu comme si j'étais un artisan qui devait faire un bon cadre, un cadre qui ne dénature pas le dessin. Et donc il a pas mal discuté de phrase à phrase avec moi. Et pour une fois, j'ai eu l'impression d'entrer dans un artisanat de l'écriture qui était proche aussi de son travail à lui. Voilà, merci Laurent Génie, merci Valérie Mregen de nous avoir introduit dans ce mode étrange de survie que sont les images et les mots. Et merci à vous tous et à bientôt.